Bonjour à tous et bienvenue dans ce briefing des marchés du 16 juin 2020. Avant toute chose, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement légal sur les risques. Très bien. Et tout de suite, direction les bourses européennes qui ont reculé lundi avec les derniers bilans en date de l'épidémie de coronavirus en Chine et aux États-Unis ayant ravivé l'aversion au risque des investisseurs, mais ces derniers sont loin d'avoir cédé à la panique et la journée, on va dire, s'est terminée mieux qu'elle n'avait débuté, surtout grâce à la Fed. On reviendra dessus juste après. En effet, les indices perdaient quand même 2,5% début de séance hier après l'annonce en Chine de nouvelles mesures de restriction des déplacements dans une partie de Pékin en raison de la découverte de 36 nouveaux cas d'infection par le coronavirus ces dernières 24 heures, le chiffre quotidien le plus élevé depuis fin mars. Donc forcément, les craintes d'une nouvelle contamination, d'une nouvelle vague euh, a agité les marchés. Parallèlement, on a eu aussi ce week-end aux États-Unis plusieurs États de la Floride à la Californie qui ont enregistré un nombre record de nouveaux cas ces 3 derniers jours. Et on avait aussi un autre facteur ayant contribué au repli, c'était les chiffres de la production industrielle chinoise en mai, en hausse de 4,4% sur un an, après plus 3,9% en avril, alors que le marché, le consensus, encore une fois, espérait beaucoup mieux, étant donné que le marché s'attendait à une reprise économique assez rapide. Toutefois, eh bien, les chiffres de la production industrielle chinoise ont montré que la reprise n'était pas aussi rapide qu'espéré. Côté US, eh bien, Wall Street, les futurs étaient dans le rouge, mais Wall Street a fini en hausse, portée surtout par les annonces de la Réserve fédérale, encore une fois, la Fed, sur son programme d'achat d'actions, d'obligations, d'entreprises qui ont forcément éclipsé la crainte d'une reprise de l'épidémie liée au coronavirus, avec la hausse des cas de contamination observés aux États-Unis et en Chine, comme je vous le disais. Alors après avoir ouvert nettement dans le rouge en raison de cette hausse de nouvelles contaminations dans de nombreux États américains, Wall Street s'est ressaisi à la suite de ces précisions apportées par la Fed sur les modalités de ses interventions sur le marché secondaire de la dette dite corporate. Donc, grâce à cette nouvelle mesure, eh bien, elle va pouvoir racheter des obligations d'entreprise sur le marché secondaire, ce qui a pour but d'aider des groupes en manque de liquidité en raison de l'impact économique du coronavirus. La Fed a donc déclaré hier qu'elle allait adopter une approche indicielle pour se doter d'un portefeuille plus diversifié, ce qui a forcément plu aux investisseurs. Elle a aussi rajouté dans la procédure d'enregistrement, elle a ouvert lundi la procédure d'enregistrement pour les banques désireuses de participer à son programme de prêt de 600 milliards de dollars à destination des entreprises de taille intermédiaire, trop grandes, on va dire, pour prétendre à un autre dispositif d'aide pour les sociétés de moins de 500 salariés. Donc forcément, suite à ces annonces, eh bien, les investisseurs ont été rassurés. Et encore une fois, les marchés ont été administrés par des annonces de liquidité. Côté macro, ici, c'est un graphique concernant le Bitcoin et le gold. Plusieurs lecteurs m'avaient demandé de mettre un graphique avec un peu une corrélation qu'il y avait entre le gold et le BTC. Eh bien, les deux ont monté suite au témoignage, encore une fois, de Jérôme Powell sur les prochaines étapes de la Banque centrale pour combattre le coût de la pandémie de coronavirus. Pour moi, on assiste à une corrélation entre les deux actifs depuis le début de l'année. Le Bitcoin n'est pas une valeur refuge,
clairement, ici, hein, quand les marchés se sont effondrés la première fois, eh bien, le BTC passait quand même de quasiment 10K à 5000, donc de 10 000 à 5000, donc un effondrement de quasiment 50%. Donc, il ne prétend pas, en tout cas dans l'immédiat, à être une valeur refuge. On assiste quand même à une certaine corrélation qui est due aux liquidités, en tout cas, qui est eu sur les marchés, entre le gold et le BTC. Ici, c'était avant le crack du Covid, mais certes, les deux évoluent en tandem. Toutefois, ici, on est quand même passé de 12 000 à à peu près 6 000. Donc pareil, on avait perdu quasiment 50%, alors que là, le gold était plutôt dans une phase de consolidation. On était quand même à 1550. Le plus bas, on a dû le faire à 1490. Donc la correction n'a rien à voir avec la correction des 12 000 à 6 000. Et derrière, on était reparti. Mais ici, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'effectivement, quand les marchés ont besoin de liquidité, quand il y a eu le fameux appel de marge et on a eu un énorme sell-off, et bien finalement, les investisseurs prennent leurs bénéfices, que ce soit aussi sur le gold que sur le Bitcoin. Par contre, bon, le gold a subi un sell-off assez important et derrière, vous voyez qu'on est reparti et qu'on a fait des nouveaux plus hauts annuels, alors que le BTC, lui, on n'est pas retourné sur les anciens plus hauts avant la véritable purge qu'on a eue durant le mois de mars, février-mars. Et derrière, ce qui est intéressant, effectivement, c'est vraiment la corrélation qu'on a ici. En fait, c'est depuis l'intervention des banques centrales, encore une fois, on constate que l'injection de liquidité profite aussi à l'USDT, donc au Tether, et donc qui est censé reproduire la valorisation, enfin du moins du dollar américain. Et forcément, les injections de liquidité favorisent aussi la monétisation de la dette, et donc ont soutenu le cours de l'or, qui s'est plutôt bien repris et consolide maintenant depuis, comme vous le savez, depuis plusieurs semaines, et aussi le BTC qui évolue un peu en tandem, on va dire, avec le cours de l'or, même si le gold, lui, est repassé clairement au-dessus de ses anciens plus hauts, donc a inscrit de nouveaux plus hauts annuels, alors que le BTC, non. Et le BTC évolue aussi récemment, depuis le creux du mois de mars, un peu une certaine corrélation avec le BTC et le S&P 500. Mais encore une fois, cela est aussi dû en particulier grâce aux injections à foison des banques centrales. Et donc, en cas de nouvelles secousses sur les marchés, comme on a eu la semaine dernière avec un Dow Jones qui a perdu 7%, le BTC, lui, avait aussi perdu 7%. Quasiment 7%. Il avait lourdement chuté de quasiment 6%. Donc, pour le moment, en tout cas, à court terme, à voir si ça va durer, je ne pense pas, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'on a une véritable corrélation entre, on a l'impression qu'on a une véritable corrélation entre le gold et le Bitcoin, mais tout ça est lié à un phénomène de liquidité surtout, euh, lié aux banques centrales qui injectent massivement, comme vous le savez maintenant, des liquidités sur les marchés, puisqu'elles ont injecté en tout 10 000 milliards de liquidités, donc elles ont injecté elles ont injecté en 3 ans, du moins en 3 mois, plus qu'en 10 ans. Forcément, ça crée de la valorisation sur un peu toutes les classes d'actifs. Justement, lié à ce phénomène, encore une fois, de liquidité sur les marchés, ici, c'est l'indicateur de surévaluation des actions d'un point de vue des gérants de fonds. Et on a atteint un record puisque 78% des gestionnaires de fonds déclarent que le marché boursier est le plus surévalué depuis 1998, pour certains même 1999. Donc la dernière fois, en tout cas, sur remonte, c'était durant la bulle Internet. Et donc là, pour le coup, ce sont les gestionnaires de fonds, donc les gérants de portefeuille, qui estiment que le marché est complètement survalorisé par rapport aux bénéfices, en tout cas à venir des entreprises, et ne reflète pas, encore une fois, les fondamentaux, et craignent pour certains même que ces injections de liquidités de la Banque centrale déstructurent un peu le marché et créent en fait une bulle d'actifs en fait
à l'intérieur d'une récession historique. Et pour faire un parallèle avec cet indicateur qui, on va dire, prend la température d'un point de vue des gestionnaires de fonds, hier, je vous avais mis le graphique du stock 600 qui représente on va dire, les 600 principales capitalisations ou sociétés en Europe. Donc un peu le stock 600, c'est un peu le S&P 500 en quelque sorte, mais européen. Et ici, justement, c'est le S&P par rapport, encore une fois, au ratio, donc au ratio cours sur bénéfice, donc qu'on appelle aussi le PER. Alors certes, la valorisation a tendance à augmenter pendant les crises économiques lorsque les revenus s'effondrent, mais on a atteint quand même un ratio cours-bénéfice à terme déjà à 25. Et donc, à quel point, en fait, l'indice S&P 500 peut être-t-il plus élevé? La dernière fois que je vous avais montré ce graphique, on était quasiment à 24. Là, on a atteint le niveau des 25. Donc, encore une fois, là, d'un point de vue des ratios, là, c'est même plus d'un point de vue des sentiments, du sentiment des gestionnaires de fonds, des gestionnaires de portefeuille, là, c'est d'un point de vue des ratios. On atteint encore une fois un niveau de valorisation extrême atteint durant les années 1999-2000, comme je vous le disais, date de la bulle Internet. Donc, eux, les gérants, trouvent qu'il y a une survalorisation des actifs qui pourrait engendrer bien sûr une bulle. Et d'un côté, le ratio PER d'un point de vue du S&P confirme aussi ce niveau extrême de valorisation actuellement sur les marchés, puisque le PER peut être donc interprété comme un indice de, on va dire, de cherté de l'action. Les investisseurs en accepteront un PER plus élevé si l'entreprise a de fortes perspectives de croissance ou au contraire si ses résultats passés semblent montrer une bonne gestion et donc peu de risques de perdre. Mais là, actuellement, avec la crise du Covid, ce n'est pas le cas. On a une récession historique, on a un PIB qui s'est littéralement effondré et les bénéfices à venir qui vont démarrer, en tout cas pour le second trimestre, pour le T2, qui doit démarrer d'ici 2 à 3 semaines, eh bien, ne sont pas aussi optimistes que ça. Donc en général, on va dire qu'un PER, après tout est relatif, mais qu'un PER entre 17 et 20, on va dire que soit l'action en tout cas est surévaluée, ou il y a croissance des profits depuis les dernières annonces. Donc, soit on s'attend véritablement à une croissance des profits, soit l'action est surévaluée. Là, pour le coup, on ne s'attend pas vraiment à une croissance des profits, étant donné qu'au contraire, les profits au second trimestre sont amenés à chuter. Donc, on est plus dans un phénomène d'action qui est surévalué. Enfin, à plus de 25, soit encore deux scénarios, soit il est probable que de forts profits soient attendus dans le futur, ou en fait l'action fait tout simplement l'objet d'une bulle spéculative. Donc, encore une fois, voilà comment on peut interpréter ce ratio et essayer de remettre un peu en parallèle avec le sentiment des gestionnaires de portefeuille qui estiment à 78% que le marché est surévalué. Et derrière, si on analyse le PER, que ce soit du stock 600 ou du S&P 500, donc étant donné dans le contexte où on est actuellement, oui, soit on est dans des actions qui sont surévaluées, soit en fait le marché a totalement raison et on va avoir une reprise, mais phénoménale et ascensionnelle avec une croissance exceptionnelle, soit en fait il est fort probable que l'action est tout simplement en fait surévaluée et que les injections de liquidités à foison en fait de la part des banques centrales déstructurent totalement la valorisation des actifs et derrière en fait entraînent soit l'objet en tout cas d'une bulle spéculative à moyen long terme. Donc ça encore une fois, seul le temps nous le dira et surtout il faut laisser encore une fois, j'ai envie de dire, du temps au temps et surtout
voir si, les bénéfices à venir des entreprises vont être au rendez-vous. Donc ça, on aura un élément de réponse à partir de d'ici début juillet. Et deux, si l'optimisme des marchés va continuer, sachant que la semaine dernière, si les marchés ont chuté, c'est parce que les prévisions de la Fed étaient en quelque sorte, on va dire, assez sombres, et elles ne voyaient pas, en tout cas, comme le FMI, comme l'OCDE, comme plusieurs grandes institutions, une reprise rapide de l'économie avec un taux de chômage qui allait retomber, en tout cas avant Covid, à quasiment 3,5%. La Fed estimait que d'ici la fin de l'année, le chômage pourrait rester en tout cas aux alentours de 10%. Donc forcément, avec un taux de chômage à 10%, ça va être difficile d'avoir des bénéfices encore mieux que les trimestres précédents si les entreprises doivent licencier ou même se déclarent tout simplement en faillite. Maintenant, on va s'intéresser à la partie graphique avec le CAC 40. Pour commencer, donc forcément le CAC 40, enfin du moins les bourses européennes ont salué les annonces faites par la Fed hier soir. Les annonces faites par la Fed, eh bien, le CAC 40 a salué et s'envole quasiment de environ 2,70%. Alors, où en sommes-nous sur les indices? Eh bien, on est venu prendre appui hier sur les plus hauts et aujourd'hui, on s'offre un gap à plus de, enfin, pas un gap, enfin oui, on ouvre avec un gap, mais on n'a pas ouvert à plus de 70. Là, actuellement, on est sur quasiment les plus hauts et le CAC prend 2,70% à peu près. Concrètement, où en sommes-nous? Je vais mettre en hebdomadaire. Bon, en hebdomadaire, on travaille la zone à 4930 points. J'ai envie d'être assez neutre malgré les signaux baissiers en fait qu'on a eu. C'est pas évident les indices dans le sens où malgré les signaux baissiers qu'on a eu avec le Dark Cloud Cover, l'Island Reversal sur le Dow Jones, pareil un Dark Cloud Cover, une couverture nuage noir sur les indices US. En fait, c'est contré encore une fois par les annonces de la Fed, tout simplement. Et donc, on a l'impression que dès que l'indice perd 1 ou 2%, les banquiers centraux sortent du bois et font de nouvelles annonces pour absolument éviter un nouvel effondrement des indices. Donc, ça donne l'impression qu'en quelque sorte que les dés sont clippés et que cela peut aussi fausser l'analyse technique, du coup, étant donné que à chaque fois qu'on perd, eh bien, forcément, les banquiers centraux ou Donald Trump, qui prévoit une nouvelle fois de stimuler aussi, bien sûr, Donald Trump derrière, a évoqué hier aussi de stimuler l'économie avec un nouveau plan de 1000 milliards. Donc, forcément, on parle liquidité, les algos se déclenchent et achètent tout et n'importe quoi sur les marchés, étant donné qu'on aura encore plus de liquidités. Donc, pour le moment, plutôt neutre. Plutôt neutre. J'avais un sentiment un peu baissier en ce début de semaine face à la configuration technique qui se dégradait. Toutefois, encore une fois, face aux annonces des banquiers centraux, eh bien, on connaît le résultat, ça engendre d'énormes rallyes derrière. Et là, on se trouve sur une zone technique, 4930, ancienne trendline juste ici. Donc, est-ce que ce serait un pullback encore une nouvelle fois sur ce niveau? En journalier, on est pile poil dessus. Encore une fois, on est venu prendre appui. Pour moi, j'attendais plus la zone 4005 qui me semble être une bonne zone technique.
étant donné que c'était la borne basse du canal. Pour le moment, ça tient. En données 4 heures, on a dû retracer de la baisse. Voilà, on a retracé les 50% de la baisse, quasiment. Donc pour ça que je suis assez neutre. On a baissé, on a retracé 50%. Donc soit on retrace un peu plus et derrière ça repart, on va fermer le gap, soit c'est juste un gros retracement et on repart à la baisse. Donc un sentiment neutre parce que la configuration qui se dégradait la semaine dernière a été contrée par la Fed, première fois. Là, on est en pleine zone de neutralité, retracement de 50%, un peu balle au centre, résistance au-dessus de la tête. D'un côté, les marchés n'ont plus envie de baisser pour le moment. Et surtout, on a l'échéance des contrats futurs et des options vendredi avec les 4 sorcières. Donc là aussi, je me montre assez prudent sur cette semaine, étant donné que ça peut créer des mouvements un peu irrationnels sur les marchés. L'arrivée, enfin, du moins l'échéance des 4 sorcières. Donc les 4 sorcières, la Fed qui est venue au final contrer la dégradation liée aux fondamentaux, en tout cas à une nouvelle vague de Covid et à des perspectives économiques de reprise plus lentes qu'espérées. Donc forcément, ici, j'ai envie de dire maintenant, c'est balle au centre. On a fait une belle correction, on a retracé les 50%. Donc est-ce que c'est un rebond dans la correction avant de repartir ou au contraire, c'est bon, les banques centrales sont venues nous aider encore une fois, donc derrière, ça va repartir à la hausse. Donc je me montre assez prudent et plutôt neutre sur les indices. D'un point de vue technique, j'ai envie d'être baissier étant donné qu'on a eu des signaux baissiers. Toutefois, encore une fois, les marchés pourraient se décorréler complètement des fondamentaux et annuler un peu l'effet qu'on a eu avec le retour à la réalité économique de la semaine dernière. Le DAX, c'est exactement la même chose. Sur cette correction, bon bah voilà, le DAX toujours qui surperforme un peu plus, mais pareil, on est sur le niveau des 50, on prend quasiment 3%. 3% juste sur l'effet d'annonce de la Fed. C'est quand même impressionnant à quel point les marchés sont dopés, on va dire, par les annonces des banquiers centraux. Alors certes, la volatilité est toujours présente sur les marchés, mais voilà, c'est juste l'annonce de la Fed permet au marché de prendre 3% sur les marchés européens. Et même constat que sur le CAC, même constat que sur le CAC, on a fait une belle dégringolade et on retrace les 50% pour le moment. Donc, est-ce que, encore une fois, pour ça que je suis assez neutre, est-ce que c'est juste un rebond technique dans la baisse et derrière ça repart, sachant que la dynamique, elle, est haussière et qu'au contraire, on va avoir une baisse et au final se repositionner dans le sens de la tendance pour retourner chercher les 12 850. Et on a fait un énorme gap. Encore une fois, on est venu gaper la zone mensuelle en fait. Là, on avait notre zone mensuelle, on est venu la gaper. Donc, est-ce que le marché va venir fermer le gap avant de repartir ou au contraire, est-ce que c'était juste une grosse frayeur liée au retour à la réalité économique, mais derrière, finalement, on s'en fiche parce que les banquiers centraux sont toujours là et vont faire en sorte que le marché ne s'effondre pas une nouvelle fois et donc rallier une nouvelle fois les 12 940 points. Concernant le Dow Jones, eh bien c'est quitte ou double. Voilà. Hier, on est en train de sortir par le bas du biseau ascendant. Les effets d'annonce de Jérôme Powell, forcément, eh bien, ont permis au Dow Jones de quasiment prendre 1000 points, étant donné que sur les futurs, on était bien plus bas. On a pris 1000 points en ligne droite derrière. L'oblique baissière est sauvée. Là, les marchés devraient ouvrir avec un gap et c'est ici que ça va jouer. Si ce gap ici est refermé, l'Island Reversal sera complètement annulé. C'est pour ça que techniquement, on a eu des signaux baissiers avec l'Island Reversal
et le Dark Cloud Cover ici, mais lui, il n'est pas annulé. Il faut une clôture au-dessus des 27 740, en tout cas, pour annuler ce changer de retournement. Toutefois, l'Island Reversal, logiquement, le gap n'est pas censé être comblé. Si le gap, une fois qu'on a fait la bougie, derrière, le gap est comblé rapidement, eh bien, il faut s'attendre à ce que la figure soit un peu invalidée. Donc, ça va se jouer ici, à mon avis, sur la moyenne mobile 200 et la moyenne mobile 50. Mais il faut partir du principe qu'en cas de comblement du gap, eh bien, forcément, cette figure sera invalidée. Il restera juste le Dark Cloud Cover. Mais voilà pourquoi je me montre prudent, parce que techniquement, on avait des signaux baissiers la semaine dernière sur l'unité de temps daily et weekly, mais derrière, l'annonce des banques centrales, encore une fois, est venue contrer les effets du moins le retour à la réalité économique des marchés avec les annonces concernant les nouveaux cas ou la reprise. Donc forcément, si les banquiers centraux injectent encore massivement des liquidités, eh bien, les marchés auront envie de monter, encore une fois, pour aller chercher le gap, et puis pourquoi pas de nouveau plus haut. Mais prudence avec l'échéance aussi des 4 sorcières cette semaine, vendredi, c'est pour ça que techniquement, comme je l'ai dit, on a eu des signaux baissiers, on vient de se faire contrer hier par les annonces de la Fed, et on pourra encore avoir une surprise avec les 4 sorcières, en tout cas ce vendredi. Donc c'est pour ça que je suis plutôt neutre maintenant, et je me montre prudent pour éviter de tomber dans un piège ou avoir un biais tout simplement. Concernant le Forex, l'euro USD, qui a profité des annonces aussi de la Fed hier, on a fait une belle bougie, une belle clôture, toujours au même stade, divergence baissière, elle n'est pas invalidée, clairement, elle sera invalidée si on passe au-dessus des 1,1430, toujours bloqué sous notre oblique, une nouvelle fois, voilà, on est venu chercher l'oblique ce matin et moyenne mobile 200. Donc pour le moment, ça coince encore, on a une oblique baissière, une MM200 et une divergence baissière sur RSI. Donc là, ça coince, mais logiquement, la divergence, en tout cas, invite à une correction sur des niveaux de support un peu plus profonds. Voilà, ce seraient les 1,11,8 et les 1,10,75. À voir. Pour le moment, elle n'est pas encore invalidée. On a peut-être fait un pullback hier un peu sur la zone de surachat. Elle n'est pas invalidée, mais techniquement, ce serait plus une correction à venir en direction au moins des 1,11,8, mais derrière, ce serait surtout les 1,10,75. L'euro GBP. L'euro GBP qui se stabilise finalement dans un range après avoir tenté de valider une épaule tête épaule ici, épaule tête épaule. Toutefois, la ligne de coup n'a pas été cassée. On avait eu juste une belle formation ici. Voilà. Et finalement, on part dans un range en 4 heures. Et encore une fois, on est dans un range technique. Donc, stratégie de trading range pour la paire euro-GBP. Donc là, on est au milieu du range, donc un peu compliqué, on manque de visibilité, mieux vaut se positionner en haut ou en bas proche de la MM200, mais ça consolide. En tout cas, la paire, après avoir fait une rotation partielle ici de son range, consolide dans un nouveau range à court terme. Techniquement, si on fait une rotation partielle, c'est pour retourner chercher la borne haute. Donc là, on fait une consolidation à court terme dans notre range de long terme. Et donc oui, la sortie par le haut devrait permettre une accélération pour retourner et valider la rotation partielle. Sinon, là, on ne serait même pas sur une rotation partielle si on repart à la baisse. Donc, techniquement,
il y a plus de probabilité d'avoir une sortie par le haut que par le bas, étant donné qu'on est dans une rotation partielle, qu'on consolide à l'intérieur de cette rotation partielle dans un range de court terme en 4 heures, redémarrage, et donc logiquement la sortie par le haut permettrait d'aller chercher les 0,93. L'Eurocad, un range aussi, j'ai l'impression qu'on se cherche, faudrait casser vraiment les 1,54. On a un gros niveau ici, les 1,54, un gros niveau de support au niveau des 1,50. On va essayer d'affiner en données 4 heures. Mais en tout cas, il n'est pas très très beau ce range. En tout cas, on fait beaucoup d'excès en fait. Un peu comme ici, on avait déjà autant la borne de basse, c'est très facile à identifier. Voilà, elle est juste ici. Mais la borne haute, voilà, on peut l'ajuster à plusieurs niveaux en fait. Soit ici, soit ici, derrière. Si on essaie de prendre un maximum de points de contact, on pourrait le tracer plutôt comme ceci, le range, partant du principe qu'ici on a vu un excès. Et que vraiment la cassure des 1,54 permettrait d'aller encore plus haut. Mais le range est un peu piégeux, autant la borne basse c'est très facile, on a vraiment 1, 2, 3, 4 points de contact. Donc le niveau de support en cas de retour sur la borne basse est très facile à identifier pour se positionner en cas de trading range pour viser la borne haute, mais la borne haute, voilà, on a une résistance dans ce range ici, et la borne haute, voilà, on a seulement 2 points de contact, et ici c'était plus un excès aussi. Il faudrait vraiment attendre la cassure des 1,5440, 1,5460 pour viser un mouvement swing en direction des 1,57. Mais pour le moment, pareil, on est vraiment dans une phase depuis le mois d'avril de consolidation avec quelques pièges haussiers, je trouve, des excès, des bull traps tout simplement, avant de réintégrer et de venir chercher la borne basse. Donc là, on semble avoir cassé la première résistance dans le range, on fait un pullback, mais si derrière ça repart, en fait, il faut partir du principe que la borne haute du range se situe ici et que les prix retourneront sûrement chercher la borne basse vers les 1,50, 60. Le gold. Encore une fois, le gold cédait du terrain, chutait, on va dire, même lourdement en début de séance, mi-séance, et puis derrière, suite aux annonces de la Fed, encore une fois, eh bien, hop, le gold perd que 0,4% quasiment, il en perdait quasiment sur les plus bas, la différence entre le plus haut et le plus bas, voilà, quasiment 1,8, donc on a eu une sacrée chute. Mais les annonces de la Fed, grâce aux injections, une nouvelle fois, de liquidités, eh bien, ont permis alors de terminer proprement, on va dire, et toujours dans son range. Donc pour le moment, pas grand-chose à dire. Toujours même constat, stabilisation, consolidation. On voit très bien à quel point, encore une fois, l'or tire son épingle du jeu quand il s'agit de nouvelles injections de liquidités sur les marchés. Donc forcément, plus on va continuer à injecter des liquidités sur le marché, plus le gold va s'apprécier dans le temps. Donc encore une fois, le gold à moyen long terme, bien sûr, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Toutefois, pour les traders de court terme, eh bien, il va falloir attendre la cassure d'une des deux bornes. Techniquement, les 1750 permettraient d'aller chercher 1, les 1800, 2, les 1815. Le scénario n'a pas changé, c'est toujours le même en fait depuis maintenant quasiment 2 semaines. Le Brent, pareil, le Brent qui s'est plutôt bien ressaisi avec le WTI, il lâchait quand même quasiment 2% hier. Et finalement, encore une fois,
fois, les annonces de la Fed ont permis au marché d'acheter, de rassurer les marchés. Donc forcément, le pétrole derrière a suivi le mouvement, alors qu'à la base, il chutait suite aux craintes de nouveaux foyers en Chine et d'une reprise plus lente et donc d'une demande de pétrole forcément plus modérée. La demande sera moins, risque d'être pas aussi forte qu'initialement que prévu, que ce qui était prévu initialement en tout cas. Donc derrière, forcément, la Fed a donné du baume au cœur sur l'ensemble des classes d'actifs. Donc certes, sorti du biseau, mais on n'a pas envie d'aller plus bas pour le moment. On a validé un double bottom ici, assez neutre, vraiment neutre sur le WTI, dans le sens où voilà, le support a vraiment enfoncé pour entamer une dynamique baissière, c'était les 37,3, on est venu rebondir dessus, et là ce matin on a validé un double bottom, donc derrière c'est d'aller chercher les 41,5. Et on est prisonnier entre deux niveaux, je trouve, entre le 37,3 et 41,5. Je suis plutôt neutre pour le moment sur le pétrole. Sortie de biseau, certes, mais on n'est pas allé bien plus bas. On n'a pas envie d'aller plus haut non plus, sauf sur des nouvelles annonces. Mais j'ai bien envie de voir un range maintenant. Un gros range de stabilisation sur le pétrole à moyen court terme. Fin de la hausse, c'est plus une stabilisation à venir, en tout cas, dans l'immédiat. Sauf ces grosses purges à venir, donc forcément le pétrole va chuter. Mais là, avec les annonces de la Fed qui sont venues contrer un peu les mauvaises news, le marché risque de stabiliser. En tout cas, pour le moment, difficile de faire une prévision. Je trouve qu'on manque un peu de visibilité encore. Mais on n'a pas envie d'aller plus bas, on n'avait pas envie non plus d'aller plus haut, donc range à venir entre deux gros niveaux, 37,3 et 43,25. Voilà, il y a quand même pas mal de marge. Et encore une fois, ça peut offrir un beau range, une belle stratégie de trading range. Le light, c'est pareil, neutre dans le sens où certes, on a eu l'avalement baissier ici, on est venu casser une première fois la zone mensuelle trimestrielle, on la recasse dans l'autre sens, on a encore envie de la passer dans l'autre sens. Ça ressemble à un range finalement. C'est très difficile de... Moi, ce que j'ai envie de faire, c'est d'anticiper le range ici. Voilà. On le voit très bien. Voilà, ici, anticipation du range à venir pour le moment. 1 point, 2 points, 3 points, quasiment un point de contact ici. Donc là, je l'anticipe. Fausse cassure par le haut, fausse cassure par le bas, on retourne tester. Donc potentiellement, pareil, un range à venir entre 40-60 et 34-60. C'est un énorme range finalement pour le WTI, entre un range qui mesure 6 $. Donc pareil, ça peut créer quelques opportunités, je pense. Là, on a validé, vous voyez, le double bottom sur la borne basse du range, donc logiquement, direction la borne haute. Peut-être faire un excès, vous savez, il nous manque 50 centimes pour venir combler la borne haute, mais là, on a quand même un range qui fait voilà, 14%, quoi, qui mesure, enfin, qui représente une variation de 14% quasiment. Enfin, tout dépend dans le sens où on prend. Mais on a quand même un gros range technique qui peut offrir un excellent ratio risque-reward. Et derrière, voilà, on a toujours ce gap. Il nous manquait 50 centimes. Pour rappel, voilà, 41,10, on est à 41,60, 40,60, donc il manque 50 centimes. Donc pourquoi pas avoir un excès et puis finalement consolider dans un range à venir. Concernant le Bitcoin, sauvé par la Fed suite aux annonces hier. Alors que hier matin, c'était très compromis. On partait, on était en train de casser et finalement, on a réussi à sauver
la zone de polarité et la moyenne mobile 50. Donc, encore une fois, ce qui montre bien la corrélation avec les indices, du moins les liquidités, c'est surtout ça, pas forcément les indices, mais les liquidités. C'est surtout les liquidités. On n'aurait pas eu l'annonce de la Fed hier, je ne pense pas que le BTC aurait sauvé sa moyenne mobile 50. Du fait que la Fed annonce encore de nouvelles liquidités et que Trump derrière prévoit un nouveau plan pour stimuler l'économie de 1000 milliards, forcément les investisseurs achètent l'ensemble des actifs. Donc, pas forcément une corrélation entre les indices et le S&P, enfin le BTC et le S&P, mais encore une fois, comme ici, hein, chute des indices, chute du BTC. Les indices, le BTC commençait à chuter hier, les indices US étaient dans le rouge, derrière annonce de la Fed. Voilà, donc vraiment une très belle corrélation actuellement, vraiment pour le moment, entre les indices, le BTC, mais d'un point de vue des liquidités ou des annonces de liquidités. Donc, niveau sauvé. Le niveau est sauvé, zone de polarité, moyenne mobile 50. Donc pour le moment, les baissiers, en tout cas les bières, n'ont pas pris l'ascendant psychologique. Hein. La tendance reste haussière. On tente de réintégrer la borne basse du biseau. On est toujours un peu cale un peu sur le niveau des 9006, mais neutre. Neutre, dans le sens où, bon, en cas de rechute des marchés, je m'attends à ce que la crypto chute elle aussi. Mais on sauve le niveau de support. Pour le moment, tant qu'on n'a pas une clôture vraiment sous les 9000, eh bien, les acheteurs continuent de garder la main, en quelque sorte. On va dire ça comme ça. C'est le niveau à ne pas franchir. C'est la moyenne mobile 50 et la zone de polarité. Là, pour le moment, on travaille la borne basse du biseau. On est pile sur les 9600, donc plutôt neutre. Et pour aller chercher plus de hausse, il faut qu'on casse notre oblique ici, baissière de long terme. Et pour le moment, on est vraiment, le marché hésite, se cherche et évolue au gré des news. Sur ce briefing des marchés touche à sa fin. Comme d'habitude, pour celles et ceux qui souhaitent consulter l'article dans son intégralité, je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Pour rappel, cet après-midi, nous avons les stratégies bourse Forex à 14 h. N'hésitez pas à vous inscrire pour me rejoindre en live pour faire un point complet sur l'ensemble des actifs. Et pour les autres, n'oubliez pas de vous inscrire aussi si vous souhaitez approfondir l'Ishimoku avec Khalil El-Bouzidi la semaine prochaine, mercredi à 14 h. Eh bien, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, de très bons trades et on se retrouve soit à 14 h, soit demain pour faire un nouveau point sur les marchés.